Bonjour à vous, je suis sur le plateau de Victoire Live dans une émission Une génération de femmes 100% féminin. Et ce mois-ci, nous allons recevoir encore une autre panéliste qui va tout simplement nous parler de sa thématique. Elle viendra nous faire part de son expertise, mais surtout de son témoignage de vie, comment elle a pu se reconstruire et comment elle est arrivée justement à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors, je vais tout simplement lui laisser la parole. Olga, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Olga Tsoukoula, j'ai 40 ans, et oui, et j'ai vraiment 40 ans. Je suis la maman de 2 jeunes filles. Je suis entrepreneur depuis quelques mois. Donc en fait, j'ai créé ma plateforme de cosmétiques ethniques Made in France, Jolaire Skin, donc qui a pour vocation de mettre en valeur en fait les marques créées par des afro-descendants. Voilà, voilà. Alors, Olga, aujourd'hui, on a vraiment cette joie de te recevoir sur ce plateau. Il faut savoir qu'une génération de femmes est une émission pour vous, les femmes. C'est une émission qui vous permet tout simplement d'avoir la parole et de venir nous faire part justement de vos expériences de vie, de vos expertises, mais aussi, pourquoi pas, de nous faire part tout simplement d'une vocation ou de nous dire les talents que vous pouvez avoir, mais en tout cas de pouvoir vous exprimer et de permettre à toutes ces femmes qui nous suivent à travers cette émission de pouvoir en tirer quelque chose. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, on reçoit Olga qui aujourd'hui vient nous parler de la reconstruction d'une vie parce qu'elle est passée par des situations qui sont assez Difficile. difficiles. Et donc aujourd'hui, elle vient pour parler en tout cas à une femme et dire à cette femme-là que c'est possible. Mais Mm. avant d'arriver à cette possibilité, on va voir les étapes qu'elle a franchies pour justement en arriver à cette possibilité-là. Alors, Olga, est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu as vécu, ton témoignage de vie? Alors, justement, pour moi, c'est très important, en fait, parce que ça fait plus d'un an, en fait, que je suis dans la reconstruction et je suis passée par pas mal d'étapes. Et comme, en fait, j'ai une facilité à exprimer, en fait, ce que j'ai vécu, je me suis aperçue que finalement, beaucoup de femmes vivaient la même chose que moi, mais qu'on vivait ces choses-là dans le silence et individuellement. Et que par moment, on se retrouve à avoir du mal à se reconstruire parce qu'on n'a pas forcément les bonnes informations. Moi, j'ai eu de la chance dans mon parcours d'avoir toujours eu une personne ou su avoir l'information qu'il fallait, qui était nécessaire pour que je puisse en fait continuer à avancer. Et je me suis dit qu'il était important, puisqu'il y a des informations que les femmes ne connaissent pas forcément, que moi, je puisse justement, à travers ton émission, parler de tout ça. Donc, parler de tout mon parcours de reconstruction qui a permis derrière, en fait, hein, de créer ma société, à savoir qu'en tant qu'entrepreneur, on est d'abord notre propre VRP. Donc ça veut dire que si aujourd'hui j'ai pu créer ma société, c'est que j'ai pu en fait vraiment commencer un gros chemin sur ma reconstruction, puisqu'en fait c'est d'abord mon image qu'on achète. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je me disais c'est important de dire à des femmes, c'est important de comment dire de pouvoir se confier pour pouvoir, à partir du moment où on se confie à une autre femme, on commence à accepter la situation et c'est là où on peut débuter en fait la reconstruction. Alors, qu'est-ce que tu as vécu? Alors, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai fait d'abord moi, je suis restée en fait 18 ans avec la même personne parce que mes valeurs faisaient que j'étais pas forcément heureuse dans mon couple, mais j'étais persuadée que pour mes filles, il était important que je puisse rester en fait dans mon couple pour mes filles. Donc, suite à un burn-out, c'est-à-dire un épuisement Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce que c'est qu'un burn-out? Parce qu'il y a peut-être des femmes qui nous qui ne suivent, savent pas. qui ne savent pas ce que D'accord. c'est, avant de pouvoir continuer. Voilà. Alors, le burn-out, en fait, ça arrive. On en parle beaucoup en ce moment. C'est une souffrance psychologique qui arrive, en fait, qui peut arriver dans le cadre du travail, mais à Mhm. savoir que ça peut arriver également dans le cadre familial. Il y a des mamans qui font des burn-out parentales. C'est-à-dire que c'est un épuisement psychologique. Très important à savoir. Donc, il y a une façon de voir le burn-out. Mm, C'est vrai qu'on en parle beaucoup sur le mm, plan professionnel, mais mm. là, le gars vient de nous faire comprendre qu'on peut aussi l'avoir dans notre vie quotidienne. Tout à fait, parce que c'est un épuisement en fait physique et psychologique. Donc D'accord. souvent, on Mhm. a tendance, surtout nous dans la communauté afro-caribéenne, à comment dire prendre à la légère en fait toutes les souffrances euh, psychologiques. Mais à savoir que si vous souffrez psychologiquement pendant un certain temps, Mhm. au bout d'un moment, en fait, il y a un impact sur le corps. Et souvent, quand il y a un impact, c'est que c'est vraiment déjà très ancré. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. En fait, j'étais en souffrance pendant un an.
psychologiquement. Et il se trouve qu'au bout d'un an, mon corps m'a lâché, c'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des douleurs physiques, à être bloquée du coup au bras, parce que c'était une expression de la souffrance psychologique que je vivais, mais que je n'avais pas pris en compte à ce moment-là. Donc suite à ça, en fait, effectivement, la personne avec qui je vivais a commencé à changer. Et du coup, en fait, j'ai dû me séparer de la personne. Donc en fait, ce que j'ai vécu, c'est d'abord un burn-out, épuisement professionnel. Suite à ça, j'ai été licenciée. Et juste derrière, j'ai dû me séparer de mon mari, avec qui j'étais depuis 18 ans, avec qui j'ai grandi. Parce qu'en fait, moi, je me suis mise avec lui, j'avais 23 ans. Donc en fait, quand on s'est séparés, j'en avais 40. Donc en fait, la personne avec qui j'étais Une bonne quasiment partie de voilà, sa la vie, moitié de ma hein, vie. de Donc jeune femme aussi voilà, de surtout. Hein. jeune femme. Et ça a été très difficile sur le coup, en fait. Hein. Il a fallu d'abord que je comprenne pourquoi ça m'arrivait. Parce que c'est vrai que quand on se marie, je pense que voilà, on se marie pour le meilleur et pour le pire. En Bien fait, sûr, on s'attend pas. on ne s'attend pas à la suite. Et Voilà, puis, on ne se marie pas pour la suite négative, mais voilà, plutôt positive. positive. Et on peut pas imaginer une seconde au moment où on vit le pire que finalement notre moitié décide de partir. Mais quand on est dans cette spirale, est-ce qu'il y a des indicateurs? Est-ce qu'il y a des choses pour ces femmes qui nous suivent, qui peuvent peut-être par rapport à ton vécu, qui peuvent tirer justement cette sonnette D'alarme. d'alarme pour dire que là, je suis plus dans la bonne trajectoire. On vous demande pas de divorcer, on vous demande pas de partir, mais tout simplement pour celles qui se reconnaîtront peut-être face à cette situation, à travers peut-être ces sonnettes d'alarme, de trouver finalement ces moyens que nous évoquerons par la suite pour éviter de se retrouver finalement dans cette spirale. Spirale-là. Alors moi, j'ai fait un bilan. Hein. Je me suis demandé, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Moi, je me suis toujours occupée des autres, un peu trop occupée des autres. En fait, les autres étaient prioritaires pour moi. Et ça a été mon erreur. Moi, j'ai compris que c'était ça. C'est que même dans mon mariage, en fait, c'était mon mari qui était d'abord important. Et moi, en fait, j'étais finalement pas importante. Et en fait, quand on fonctionne comme ça, finalement, la personne en face ne perçoit plus notre valeur, en fait, puisqu'il est centre de notre univers, en fait. Moi, ça a été, je pense que ça a été une erreur que j'ai faite, c'est que la personne était trop importante pour moi et je donnais trop d'importance à tout le monde sauf à moi-même. Est-ce qu'on peut parler d'un problème d'estime de soi? Oui, j'avais un problème d'estime de soi parce que je ne savais pas vraiment qui j'étais. Et est-ce que ce problème d'estime de soi, selon ton vécu, est lié au fait que tu t'es retrouvée mariée ou c'est quelque chose qui finalement tu es venu avec ce bagage-là dans le couple? Alors, je suis venue avec ce bagage-là dans le couple parce que, étant petite, j'étais hyper introvertie, c'est-à-dire que je ne pouvais pas parler aux gens. Je marchais, je regardais par terre, je ne pouvais pas m'asseoir à côté d'une personne. Et jusqu'au lycée, en fait, quand je m'exprimais, j'étais quand même déléguée de classe, j'avais toujours besoin d'une copine à côté de moi. Mm. Mais c'est vrai que j'avais commencé à faire ce travail-là d'estime de soi quand je suis arrivée en région parisienne, parce que je suis quand même arrivée seule en région parisienne. Et quand je me suis mise en couple, en fait, ce travail que j'avais commencé à faire a disparu. Donc je pense que oui, il y a tout ça. Quand on arrive dans un couple et qu'on n'a pas d'estime de soi, c'est très compliqué après de montrer sa valeur finalement à la personne avec qui on vit. Donc je pense D'accord. que pour moi, ça a été un problème. Ça a été un problème parce que je me dis, euh, j'ai fait tout ce qu'une femme devait faire, c'est-à-dire je m'occupais du foyer. En fait, comment dire, j'ai tout fait. J'ai fait en sorte que mon mari puisse évoluer professionnellement. Il a été ma priorité pendant très longtemps. Donc en fait, tu t'es oubliée. Je me suis totalement oubliée entre mon mari, mes enfants, ma famille. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, je n'avais pas conscience de ça, mais je pense qu'après, vivant une situation que comment dire, j'étais pas bien finalement, en fait, parce que quand on s'oublie, on n'est pas bien. Et pour oublier cette souffrance que j'avais en moi, je m'occupais de tout le monde. Parce que ça m'évitait de me dire que finalement, moi, je ne suis pas heureuse. Ça cachait une souffrance. Ça cachait totalement une souffrance. Moi, j'ai réalisé en faisant le bilan que finalement, je m'occupais toujours de tout le monde pour éviter, moi, de penser à ma situation. Parce que Donc quand en fait, on fuit, on se cache, c'est une manière de fuir et de ne pas voir la réalité en face de ce qu'on est, c'est-à-dire de ne pas revoir le reflet de son miroir peut-être. C'est exactement ça. Parce que quand on s'occupe de personnes qui ont plus de problèmes que soi,
on se dit, ah bah non, mais voilà, moi, finalement, ma vie, même si je suis pas heureuse, bah, elle est bien. En fait, et moi, j'ai jamais oublié aussi d'où je venais. En fait, moi, je suis partie très tôt de chez mes parents, donc je sais en fait d'où je viens. J'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié en fait d'où je venais. Donc, j'étais quand même cadre. En fait, voilà, moi, j'avais une vie que mes copines, certaines des copines enviaient. Donc, quand c'est comme ça, on se dit, mais non, tu n'as pas le droit de te plaindre parce que tu as un CDI, tu es mariée, tu as des enfants, tu as un appartement. Donc, finalement, même si tu es pas heureuse, tu as quand même des choses que les autres n'ont pas forcément. Des minima, Voilà. comme la Et société aime bien voilà, employer. exactement. Et j'ai fini par me dire, dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Donc moi, j'avais une certaine sécurité d'un côté. Effectivement, j'étais pas heureuse, mais au moins, il y avait la sécurité pour mes enfants. Donc, en fait, le minima social était là, si je Mhm. comprends bien. Hein, Oui, tout à voilà, fait. c'est pour permettre tout simplement aux personnes qui nous suivent que les minima sociaux étaient là. Donc, c'est-à-dire, sur le plan social, on avait son statut, c'est-à-dire Voilà. cadre, marié, une vie de famille, une famille, c'est-à-dire des parents qui étaient là. Mais finalement, Olga, dans son individualité, donc Olga, en fait, dans son identité personnelle, c'est-à-dire pas Olga la maman, Mhm. pas Olga la Professionnel. professionnelle, pas Olga l'épouse d'eux, mais Olga tout court. Voilà. Cette Olga n'avait pas trouvé sa voie. C'est tout à fait ça. Olga individuelle n'avait pas, en fait, n'existait pas. Parce que c'est vrai qu'au point de vue professionnel, j'étais compétente. Au point de vue femme, épouse, je faisais tout ce qu'il fallait faire pour que mon époux soit satisfait. Mais au point de vue Olga individuelle, c'est-à-dire Olga la femme, bah, en fait, Oui, elle voilà. n'existait pas. En fait, Olga la femme. Exact. Olga la femme n'existait pas. C'était vraiment, c'est là où aujourd'hui je réalise qu'il y avait vraiment un écart entre mes personnalités au travail et à la maison. Et c'est ça qui a créé finalement par la suite tout ce déséquilibre. Tout à fait. Ça crée le déséquilibre. Après, c'est pour ça que c'est important justement de faire le point, de faire le bilan, de se demander mais pourquoi c'est arrivé. Et est-ce qu'il est dur justement de faire ce bilan-là? Il est dur, mais il est nécessaire. Moi, c'est vrai que j'ai de la chance depuis toujours. J'ai toujours, je me suis, en fait, quand il m'arrive des choses, j'ai pas de problème à me dire, Olga, t'as déconné, ça va pas. Comment faire pour améliorer les choses? Et je pense que c'est ce qui m'a aidée. Parce que si j'avais pas fait le bilan, je pense que j'aurais tourné en rond pendant plus d'un an, sans connaître finalement la raison de tout ça. Parce, parce que c'est important. En fait, quand on est marié, quand on se marie, on ne peut pas imaginer une seconde que son mari, avec qui on a dit pour le meilleur et le pire, puisse décider, parce que même si c'est moi qui ai fermé la porte, c'est lui qui avait instrumentalisé les choses pour que je parte, hein, qu'il décide de partir à ce moment-là. Et est-ce qu'on peut parler de violence conjugale à ce moment-là? C'est de la violence conjugale. Parce qu'en fait, il y a différentes. Moi, je précise, j'ai jamais été battue. Hein. J'ai jamais été battue, frappée. Mais en fait, c'était une autre forme de violence qu'on ne connaît pas forcément, c'est-à-dire de la violence psychologique. En fait, quand vous n'êtes pas bien et que la personne ignore en fait votre souffrance, c'est de la violence psychologique. Les non-dits. Voilà, les non-dits, c'est de la violence psychologique. Les insultes, c'est de la violence psychologique. Lorsque on bloque financièrement la personne, c'est de la violence psychologique. En fait, c'est toute une forme de violence psychologique qu'on ignore en fait. Il y a beaucoup moi, je parle beaucoup avec des femmes et je m'aperçois qu'elles ne sont pas conscientes d'être dans des cas de violence psychologique parce qu'il n'y a pas de coup. Donc à partir du moment où il n'y a pas de coup, c'est difficile de se dire qu'on est dans un cas de violence psychologique. D'accord. Ouais. Et c'est là la difficulté en fait de pouvoir derrière se reconstruire, c'est déjà accepter. Moi, ça a été très difficile de se dire que moi, Olga, fort caractère, on m'a toujours dit, Olga, tu es un bonhomme. Voilà, j'ai toujours eu un caractère Donc, assez ce qui fort. veut dire qu'on peut se retrouver face à une violence psychologique qui n'a rien à voir avec finalement le comportement ou le caractère qu'on peut avoir. On peut avoir un tempérament de leader même d'ailleurs, Oui, tout à fait. ou même un tempérament fort, mais on est quand même sous une forme de violence conjugale de façon psychologique. Voilà. C'est-à-dire que là, on ne parle pas de la violence physique, Mhm. qui est aussi existante, mais là, sur le parcours de ce matin, ça sera beaucoup plus sur le domaine de la psychologie. Et donc, Olga est en train de nous référer justement ce qu'elle a vécu à ce niveau-là. Mais quand tu te retrouves face à cette violence-là, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as senti que tu étais face à ça, ou c'est juste le temps, ou ce sont les gens qui te l'ont fait remarquer, ou c'est quand tu as craqué, quand tu as fait ton burn-out?
Bah, moi, en fait, c'est quand j'ai craqué. Parce que je n'étais pas consciente, comme je disais, parce qu'on n'en parle pas beaucoup finalement de la violence psychologique. On parle plus de la violence physique, hein. D'ailleurs, moi, je me suis toujours dit, j'accepterai jamais qu'un homme me tape. Voilà. Donc, je savais que un homme me frappe, c'est la limite que je ne pourrais pas supporter. Mais quand on est face à de la violence psychologique, on n'a pas conscience. Moi, je n'avais pas conscience d'être c'est uniquement à la fin. Franchement, à la fin, oui, j'ai pris conscience que ça allait pas. Mais il faut dire que le burn-out aussi, quand on fait un burn-out qui nous rend vraiment physiquement malade et qu'on se retrouve à nouveau à souffrir psychologiquement, on sait jusqu'où peut aller la souffrance. Avant en fait d'avoir eu ce burn-out, je pensais pas que la souffrance psychologique pouvait en fait avoir un impact sur ma santé physique. C'est quoi une souffrance psychologique? Alors la souffrance psychologique, c'est lorsque on repense, on ressasse toute la journée ce qui se passe, qu'on n'arrive pas, on a l'impression de se noyer dans ce qui se passe, de ne pas trouver de solution, on souffre en fait. Et la souffrance, elle est importante parce qu'on a du mal à dormir. Parce qu'une souffrance psychologique, même quand on ne dort plus. Donc c'est un cercle vicieux finalement. En fait, moins on dort, plus on est dans un état de stress, plus ça a des conséquences en fait sur le physique, hein. Est-ce qu'on peut parler de dépression? C'est en fait c'est une dépression. C'est une dépression en fait. La souffrance psychologique, à savoir, ça peut vous faire rentrer dans une dépression et ça peut tuer du coup. Moi, je sais qu'avant mon burn-out, je n'avais pas conscience de ça, parce qu'en fait, dans la communauté, on parle très rarement de la souffrance psychologique. On se dit c'est pour les autres, c'est pas pour nous finalement. Oui, c'est ça. C'est culturel, voilà. C'est pour les autres, c'est jamais pour soi. C'est jamais pour soi, et pourtant c'est une réalité qui est là. On souffre, à savoir que la souffrance psychologique tue. Vous pouvez faire un AVC, vous pouvez faire un arrêt cardiaque. Il y a des femmes qui se suicident, mais forcément, on ne sait pas forcément que c'est dû à la situation de couple ou autre. En fait, ça a des conséquences. Moi, je discutais avec une personne qui m'a montré son avant-bras et qui m'a dit, mais en fait, ce que tu me dis, moi, je l'ai vécu et je ne savais pas. Pourtant, ça fait longtemps que je connaissais la personne, hein. Donc, elle s'était tailladée le bras. Il y a des signes qui peuvent démontrer qu'on est dans cette souffrance psychologique, cette dépression. Est-ce qu'il y a des signes? Je ne sais pas. Parce que là, c'est vrai, tu es devenue malade. C'est un processus. Mmh. Mais est-ce que pour ces femmes qui prennent pas conscience de ça, est-ce que peut-être avant ou peut-être pendant, est-ce qu'il y a des signes où aujourd'hui on peut se dire, bon, bah, moi, là, je sens que ça va pas, ou est-ce que c'est le corps, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, qui va te faire remarquer que tic-tic, il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que c'est le regard des autres? Ou plutôt on essaie de se camoufler, c'est-à-dire que les autres ne le remarquent pas, peut-être, je ne sais pas. Alors c'est très complexe, hein, parce qu'en fonction de la personnalité, ça ne va pas être visible de la même manière. En fait, les personnes comme moi, très fortes, ça ne va pas se voir. Moi, ça ne s'est pas vu jusqu'au moment où mon corps m'a lâché. Mais juste avant, bah, je ne ressentais pas. Mais c'est vrai que j'avais une fatigue extrême. Il y a des moments, moi je suis quelqu'un de hyper actif, je suis toujours en mouvement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais du mal en fait à ne serait-ce que marcher. C'était compliqué de marcher. C'était perte de sommeil aussi. J'avais beaucoup de mal à dormir. C'est vrai que quand j'étais chez moi, la journée, je dormais pour pouvoir, parce que je savais que je n'allais pas dormir le soir, je dormais dans la journée en fait. Je faisais des micro-siestes la journée pour pouvoir tenir, parce que le soir, je n'arrivais pas à dormir, c'est-à-dire que je ressassais tous mes problèmes le soir. Donc quand on fait ça pendant très longtemps, automatiquement, le corps, il est impacté. Mais c'est vrai qu'en fonction de la personnalité, ça ne va pas se manifester de la même manière. Et est-ce qu'on peut vivre justement dans cette souffrance-là pendant très longtemps et le cacher aux yeux de la société finalement? Je pense oui, parce que moi, c'est vrai que comme ça m'arrivait, j'arrive à repérer maintenant quand j'ai dans mon entourage quelqu'un qui est en souffrance, j'arrive à repérer certains signes. Mais il y a des personnes en fait qui vont être là pendant des années sans forcément qu'on voit les signes. J'ai encore une personne de mon entourage qui récemment m'a dit, Olga, je suis arrêtée, et c'est vrai que le médecin a dit que j'étais en dépression. Mais moi, je n'avais pas vu les signes. Donc c'est pour dire qu'on peut rester des années en dépression sans le savoir en fait, parce que en fonction de la personnalité, ça ne va pas se manifester de la même manière. Ça peut se manifester par une perte de cheveux, une perte d'appétit, des personnes qui partent au quart de tour, mais c'est de différentes manières. Voilà. C'est-à-dire c'est des états seconds. On peut très bien voir une personne qui peut devenir colérique à longueur de journée, voilà. Quelqu'un qui sera constamment aigri, sans savoir pourquoi, une personne qui aura des pics, des sauts d'humeur, voilà, c'est-à-dire des humeurs qui vont aller... pas bipolaire, c'est peut-être un peu... Oui, non, parce mais bipolarité, c'est autre chose, c'est une maladie, mais à peu près
ce genre de caractéristiques, en termes de caractéristiques et non dans la pathologie. Donc, c'est toutes ces petits signes-là qui doivent tirer la sonnette d'alarme. C'est-à-dire que quand à un certain moment, vous sentez que ça ne va pas, vous sentez que vous n'allez pas bien, que le corps est en train de vous dire ça va pas, des maux de tête, que vous êtes triste, une tristesse parfois inexpliquée, alors que votre vie semblerait à vue d'œil, en tout cas parfait. C'est peut-être des pistes qui font que vous devez peut-être vous poser les bonnes questions. D'où le bilan. Oui, en fait, c'est important de faire un bilan. Après, j'ai aussi, il y a des endroits, en fait, quand on a des douleurs à certains endroits, c'est un signe, c'est-à-dire des douleurs au cou, surtout côté droit, et au niveau du bas du dos, parce qu'en fait, c'est des zones de stress. Donc les personnes, parce que moi, je sais que j'avais fait une masterclass à Marseille, où on parlait justement de l'estime de soi, et il y a une personne, justement, qui expliquait qu'à un moment donné, elle a eu des douleurs au bas du dos, elle ne comprenait pas ce que c'était, et on a fini par lui dire que c'était du stress. Parce qu'on se dit, j'ai mal au dos, mais en fait, en fonction de la zone, la localisation de la douleur, ça peut être une douleur due effectivement à un problème basique de dos, mais en fait, quand c'est localisé à un certain endroit, c'est-à-dire le bas du dos, c'est une douleur due à l'anxiété, comme le cou. En fait, moi, c'était vraiment, à un moment donné, c'est parti du cou jusqu'au bras. Donc moi, je me disais, c'est peut-être, je sais pas, un torticolis, mais c'était pas un torticolis, parce qu'on a fait en fait des radios, et c'était vraiment dû à ma souffrance. Donc c'est pour ça que c'est important de se dire, si on souffre psychologiquement, c'est important de le prendre en charge. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir des psychologues, parce que nous, dans notre communauté, on dit psychologue, on est fou. Mais non, un psychologue, c'est pas un psychiatre. C'est vraiment, si vous vous retrouvez en état de souffrance, il faut comprendre d'où vient la souffrance pour qu'on puisse, du coup, derrière, avancer. Si vous vous contentez de prendre les médicaments que va donner le médecin, ça ne va pas régler le problème. Parce que vous n'allez pas comprendre la souche, l'origine de ce qui a créé cette situation, qu'est-ce qui a permis aussi que vous puissiez aussi vous retrouver dans ce problème-là. Voilà. Oui, donc c'est important en fait, quand on va chez le médecin, que le médecin nous dit oui, voilà, vous êtes en dépression, de comprendre l'origine pour avancer, parce que le médicament va juste régler la douleur. Mais par contre, comme on ne sait pas l'origine, la douleur va revenir à un moment donné en fait. D'accord. Donc c'est important de faire une thérapie pour savoir pourquoi c'est arrivé et pour éviter que ça se reproduise. Donc là, c'est important et comprendre. Moi, je sais que j'ai fait une thérapie par rapport au travail pour comprendre pourquoi en fait, j'en suis arrivée là en état d'épuisement. Je me sentais dévalorisée aussi au niveau du travail. Je pensais que j'avais pas su gérer la situation en tant que manager. Le fait d'avoir fait une thérapie, j'ai fait une thérapie à la Maison de la souffrance de Poissy. Alors en fait, c'est la seule maison en France qui gère justement les cas de souffrance au travail. Et ça m'a permis de comprendre que finalement, la situation que j'ai gérée pendant 1 an, en tant que manager, ça ne faisait pas partie de mes compétences. Et du coup, ça m'a permis de relativiser. Je ne me suis pas dit que j'étais en échec en tant que manager. C'est que, en fait, c'est une situation qu'aucun manager ne peut gérer, puisque ce ne fait pas partie des compétences d'un manager. Donc, si je n'avais pas fait cette thérapie auprès de la Maison de la souffrance de Poissy, j'aurais continué à croire que j'étais en échec en tant que manager. Donc, je suis incapable. Je suis incapable. Et continuer à grandir toujours dans ce côté de manque d'estime de soi. Voilà. Alors que là, on a mis des mots à des mots, comme je le dis souvent. Et là, ça nous permet justement d'être dans l'acceptation. Tout à fait, parce que c'est important d'accepter. Moi, que ce soit par rapport à mon divorce, parce que je suis toujours en divorce, j'ai accepté. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Je me dis, j'ai compris pourquoi il l'a fait à ce moment-là. Parce que comme j'avais des valeurs très fortes familiales, où voilà, il faut être avec le père de ses enfants, avoir le même père pour ses enfants, je ne serais jamais partie pour mes enfants, parce que mes enfants passaient avant moi. Par contre, lui, il le savait. Donc, je pense que j'ai le sentiment que c'est pour ça qu'il a choisi ce moment-là, parce que comme j'avais pris conscience que mon corps pouvait me lâcher, avant, ce qui n'était pas le cas. Moi, avant, je travaillais, je pouvais faire 40 heures par semaine. Tant que je n'avais pas de gastro, je n'étais jamais allongée. C'est-à-dire que mon corps ne comptait pas, en fait. C'était vraiment... Et à partir du moment où j'ai fait le burn-out, et surtout, j'ai fait une syncope. J'ai fait une syncope en haut des marches de mon ancienne boîte. Et si une personne ne m'avait pas rattrapé, je pense que je ne serais peut-être plus là. Parce que j'étais vraiment en haut des marches. Et après, je revois cette scène où il y a les pompiers qui sont là autour de moi. J'avais des électrodes partout parce qu'il fallait prendre comment dire ça, fallait prendre en fait mes tensions vitales pour pouvoir me laisser partir.
Et c'est là où j'ai réalisé que, waouh, Il y a quelque chose qui ne va il pas. y a quelque chose qui ne va pas. Et en Et c'est à fait, partir de là qu'il y a eu le déclic? moi, il y a eu le déclic, hein. Avant, comme je disais, en fait, je dissociais mon corps et mon esprit. Je pouvais travailler des heures. En fait, je poussais mon corps à l'extrême. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de temps de pause réel. J'étais toujours debout. À moins d'avoir une gastro, c'est le seul truc qui me mettait vraiment à plat, c'était la gastro. Sinon, j'étais toujours debout. Mais à partir de là, j'ai compris que oui, je pouvais mourir, en fait. Et à partir de là, une fois que le déclic a été pris, on est rentré dans la période de la démarche. Oui, et vraiment des démarches. Les démarches, en fait, je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de mieux gérer l'après, la situation de séparation. C'est qu'il y a déjà des démarches par rapport au travail. C'est-à-dire se dire, bah voilà, là, je suis passée vraiment à très peu de. Voilà. Et puis le voir aussi le regard des enfants, hein. Moi, je voyais le regard de souffrance de mes enfants. Et je me disais, je ne peux pas faire ça à mes filles, quoi. Elles me regardaient avec souffrance, parce qu'elles me voyaient souffrir, hein. Mm. Ça se voit au bout d'un moment qu'on est en souffrance. Et je me disais, je ne peux pas faire ça. Et puis mon père aussi. Comment dire à son père que papa, j'ai fait une syncope? C'est pas possible. Moi, mon Mm. père, il a fait je ne sais combien d'AVC. Je lui dis en plus, j'ai fait une syncope, c'était pas la peine. Moi, j'ai dû demander à un oncle de lui dire. Parce que je savais que si je lui disais, voilà, et encore on a attendu 2, 3 semaines pour lui dire voilà ce qui s'est passé, effectivement, voilà, voilà. Quand la est devenu plus stable. Voilà, quand c'est devenu plus stable, parce que lui dire au moment où j'étais mal, je pense qu'il aurait vu. Enfin, moi, j'avais peur pour mon père. J'avais peur pour mon père. Je me suis dit, si je lui annonce une nouvelle pareille et que je suis mal, il va pas s'en remettre. En plus, il est loin. Il peut me faire un investi lui aussi. Mhm. Donc, on a attendu que je me sente mieux pour lui annoncer la nouvelle. Et c'est vrai qu'il a. Oui, mais gars, j'ai dit, mais papa, je me sens mieux aujourd'hui. Justement, on a attendu pour te le dire parce qu'aujourd'hui, ça va mieux. J'ai fait effectivement un malaise, mais aujourd'hui, je me sens mieux. Et c'est ça qu'il faut. Moi, je pense que c'est important de se dire, pour toutes les femmes qui m'écoutent, qui sont en souffrance psychologique, à un moment donné, la souffrance psychologique peut avoir des conséquences hyper importantes, voire. Moi, j'ai une copine qui m'a appelée, qui m'a dit oui, Olga, je ne comprends pas, je pense que ma sœur a été maraboutée parce que malgré tout ce qu'elle vit, elle est encore dans son mariage. Je lui ai dit tu sais quoi, dis à ta sœur qu'il faut qu'elle se fasse accompagner parce que la souffrance comme ça pendant des années, ça peut t'arrêter du jour au lendemain. Tu lui donnes mon exemple. Tu lui dis que voilà, Olga, c'est son corps l'a arrêté du jour au lendemain. Elle m'a appelé plusieurs mois après. Sa sœur avait fait un malaise cardiaque. Et ça, c'est une réalité de la souffrance Psychologique. psychologique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps ne peut plus supporter Voilà, le poids des non-dits. exactement. Donc, il faut savoir que la souffrance psychologique, en fait, c'est quelque chose qui vous tue à petit feu, qui peut vous tuer à petit feu, voire de manière brutale. Et ça, c'est une réalité dont on ne parle pas, mais c'est vrai. Moi, pour l'avoir vécu, hein, ça m'a mis dans un état que j'aurais jamais imaginé. On m'aurait dit il y a quelques années, oui, Olga, ça, tu seras bloqué du cou au bras, tu auras des problèmes tant à cause de une souffrance psychologique. J'aurais dit, bah non, moi je suis forte, hein, j'ai toujours vécu. Moi j'ai vécu au foyer Sonacotra. Je suis partie quand même très jeune de chez mes parents. Donc en fait, pour moi, j'étais armée pour vivre des situations difficiles. Comme quoi, on n'est jamais assez armé. Voilà, on n'est jamais assez armé La en vie fait. a ses réserves et puis il faut apprendre à s'adapter un peu comme une anguille et puis réussir à pallier finalement aux aléas de la vie. C'est ça. Mais pas seul, en fait. Moi, ce qui m'a permis justement de me reconstruire, c'est que, en fait, j'ai parlé rapidement. J'ai été voir quand je me suis séparée de mon mari, c'est vrai que j'ai été rapidement en contact avec la CAF, qui m'a envoyé à des réunions en fait, de femmes qui étaient séparées. Et c'est là où, du coup, j'ai pu déjà avoir un accompagnement par la CAF. D'ailleurs, en fait, je signale à toutes les femmes qui sont dans cette situation que vous avez possibilité d'assister à des réunions justement avec des femmes qui vivent la même chose que vous. Et franchement, ça rassure. Parce qu'il y a des choses, on se dit, bah non, j'exagère, je suis folle. Et en fait, finalement, quand on échange avec d'autres femmes qui sont dans la même problématique, on s'aperçoit que on n'est pas folle. En fait, si la situation vous provoque de la souffrance, c'est que c'est une situation de violence finalement. Donc, en fait, quand on se retrouve face à cette situation, ou quand on est dans cette situation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans l'acceptation, il ne faut pas rester seul, oui. mais il faut plutôt aller vers justement des choses qui sont mises en place. Voilà. Et là, Olga, justement, est-ce que tu peux nous parler de toutes ces choses qui sont mises en place, en tout cas du moins que toi, que tu as connues? Ben moi, déjà, la première chose, c'est la CAF, hein. J'ai même eu l'agréable surprise de découvrir que la CAF prenait même en charge les frais de justice, hein. Donc ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais sachez que quand vous vous séparez,
Si vous mettez en contact avec la CAF, il y a une prise en charge des frais de justice pour celles qui sont au-dessus des plafonds de l'aide juridictionnelle. Donc déjà, c'est important, parce que les frais de justice, quand on se sépare, ça peut vraiment exploser. Vous avez en fait de l'accompagnement via des réunions d'information, et même pour les enfants également, parce que quand la maman souffre, il faut se dire que les enfants aussi souffrent derrière. Il peut y avoir des conséquences au niveau scolaire ou au niveau psychologique aussi pour les enfants. Donc il y a aussi possibilité que les enfants soient accompagnés par la CAF. Il y a aussi en fait des associations de médiation familiale qui permet en fait justement d'avoir une médiation avec l'ancien conjoint. Parce que moi, c'est vrai que quand il est parti, en fait, j'avais tous les symptômes d'une victime d'agression physique. C'est-à-dire que je ne pouvais pas être dans la même pièce que le père de mes enfants. Donc, pour pouvoir échanger, il me fallait une troisième personne. Il fallait un médiateur. Il fallait un médiateur. Et c'est vrai que j'ai fait appel à une association de médiation du 95 avec qui on a pu échanger. D'ailleurs, on l'a fait 2 fois d'affilée. Et c'était important pour moi d'avoir une tierce personne pour pouvoir échanger avec lui. Parce que pour moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est très difficile de me retrouver dans la même pièce que lui. C'est vraiment pour vous dire à quel point en fait, la souffrance psychologique peut vous provoquer des symptômes de victime d'agression physique. Ça, c'est une réalité. Moi-même, j'ai eu du mal à me dire, mais en fait, j'avais des vertiges. Juste le fait de me dire que j'allais le voir, ça me provoquait des vertiges. Et est-ce que pendant que tu vivais justement finalement tous ces faits, est-ce qu'à ce moment-là, on peut parler que tu es déjà dans ta transition de vie ou dans ta reconstruction, ou là encore, tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là? À ce moment-là, quand je me mets en contact, je ne suis pas encore arrivée, je commence, je débute. Mais après, il m'a fallu aussi du coaching, de faire certaines formations pour prendre conscience de certaines choses, en fait. Parce que tout ce qui est arrivé, ce n'est pas un hasard, en fait. À partir du moment où on ne se connaît pas, ce genre de choses peut arriver. C'est vraiment se connaître pour, en fait, se donner, en fait, sa propre valeur, de manière à ce que la personne en face puisse nous respecter. Ce qui veut dire que seul, on ne peut pas s'en sortir. Il faut vraiment être accompagné. Il faut vraiment être accompagné. Moi, si je n'avais pas été accompagnée, je ne serais pas là en face de toi et je n'aurais pas en fait, fait le parcours que j'ai fait depuis 1 an. À chaque fois que je regarde mon parcours, je me dis, mais c'est juste dingue comment j'ai pu faire ça depuis 1 an. Et du coup, ça conforte dans l'idée que je ne me connaissais pas. Je ne connaissais pas ma valeur, je ne connaissais pas mes capacités, ce qui fait que finalement, en fait, je me suis un peu boycottée pendant des années. Là, moi, je suis maman solo. J'ai été chercher le financement pour créer ma société. J'ai validé tous les critères. Alors, du coup, j'ai vraiment pris conscience que la situation dans laquelle je vivais m'empêchait même de m'épanouir en tant que personne, et que le fait d'avoir compris ça dès le départ, j'ai pu aller chercher en fait l'aide qu'il me fallait pour pouvoir justement me développer en tant que personne, en tant que femme. Après, oui, j'ai encore des choses à travailler, parce que voilà, moi, ça fait c'est un processus, voilà, c'est tout un processus de rétablissement, tout à fait, qui prend son temps, qui va, mais sûrement. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai commencé à faire le plus grand du chemin, et je pense que j'ai pu le faire parce que je me suis dit il fallait que j'investisse sur moi-même. Et comment tu vas aujourd'hui? Je vais beaucoup mieux. Franchement, je me vais beaucoup mieux. Aujourd'hui, je peux me dire, oui, je conçois de me remettre en couple. Alors qu'il y a quelques années, enfin l'année dernière, c'était radical. Je ne veux plus me mettre en couple. Donc, tu serais prêt à refranchir l'étape de l'amour, réapprendre à aimer, en tout cas. Je serais prête à réapprendre à aimer, tout simplement parce que j'ai compris que c'est à moi de créer ma propre valeur. Moi, j'ai attendu pendant très longtemps que mon mari me donne ma valeur, me crée ma valeur, alors que c'était pas ça. À partir du moment où je sais qui je suis, pour moi, ça serait difficile d'avoir la même relation que j'avais eue avec mon mari, puisqu'il ne pourrait plus avoir cette emprise qu'il avait sur moi, parce que je ne me connaissais pas, finalement. C'est très bien. Et justement, dans cette reconstruction, si on en parle, aujourd'hui, tu te sens très bien. Et donc, tu es passé par des moments vraiment tumultueux, comme tu nous l'as évoqué depuis le commencement de cette émission. Tu nous as fait part de ton burn-out, tu nous as fait part de cette violence conjugale, mais finalement psychologique, pas physique, on le précise, c'est très important. Et se faire accompagner, un bilan, l'acceptation, le bilan, l'acceptation, bilan, acceptation. Et ensuite se faire accompagner.
Bien évidemment, donc il y a des organismes qui sont mis en place pour accompagner les femmes et donc tout à l'heure, Olga nous les a évoqués. Une fois que tu es rentré dans tous ces process Mhm. qui ont permis finalement que tu arrives à trouver cet équilibre, à ce moment-là, tu as pris ton courage de repartir sur le milieu professionnel. Alors moi, en fait, c'est vrai que comme j'avais une vision très précise de ce que je voulais faire, en fait, moi, j'ai fait un bilan. Avant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'ai d'abord, en fait, quitté ma société parce que j'étais mise en inaptitude professionnelle. Et à partir du moment où j'ai compris que ce qui s'était passé, c'était pas dû à mes compétences de manager, j'ai commencé à faire un bilan professionnel pour savoir Un bilan de un compétences? bilan de compétences. Donc déjà, comme j'avais commencé le bilan de compétences au mois de décembre, je savais déjà en fait ce que je voulais faire en tant que... Je savais que je devais entreprendre. Et dans la cosmétique, parce que j'ai travaillé 17 ans en cosmétique, et je me suis toujours bagarrée pour qu'il y ait des marques ethniques dans mon magasin. Et c'est vrai que pour moi, c'était clair, je voulais entreprendre dans la cosmétique. Et en fait, la séparation avec mon mari est arrivée après. Mais comme je savais déjà ce que je voulais faire, comme j'avais une vision, en fait, pour moi, j'ai tout fait en même temps. C'est-à-dire que je me suis reconstruite en tant que femme. Et en même temps, j'ai compris que si je voulais atteindre mes objectifs, parce que j'avais quand même aussi le divorce en objectif, malheureusement, j'avais quand même le divorce en objectif, il fallait le faire parce que c'était plus vivable. Je sais que par rapport à certaines croyances, même moi, je me disais non, je reste avec le père de mes enfants. C'était difficile à accepter. Mais quand ça devient une souffrance et qu'on peut y laisser sa vie, on peut plus. Voilà. Et moi, j'ai réalisé, je suis C'est-à-dire qu'il y a des combats parfois qui ne sont plus nécessaires voilà, à être menés, qu'il faut prendre son courage à demain. à deux Mm. mains et puis sortir de là et Exactement. survivre à Survivre, ce moment-là. survivre à ce moment-là. Et moi, je sais, j'ai conscience, au vu de comment ça s'est passé, j'aurais pu en arriver à un extrême. D'ailleurs, à chaque fois, j'allais voir des professionnels, on me disait, la première question qu'on me posait, c'était, est-ce que madame, vous avez envie de vous suicider? À chaque fois. C'était la première question qu'on me posait. Parce que c'était tellement extrême de vivre des situations comme ça, difficiles, comme ça, cumulées, que j'aurais pu en arriver à un extrême. Mais je pense que l'amour de mes enfants, parce que voilà, moi, je suis fille unique du côté de ma mère, et du coup, être maman, c'était important pour moi, en fait. C'était de créer ma famille, c'était important, et de me dire que, Ça a voilà, été une source qui vous a quand même permis de pouvoir vous enraciner et mm, vous dire que je dois me battre pour mes enfants, pour mes voilà. filles. Je devais me battre pour mes filles, je devais me battre pour ma famille, parce que ma famille, la majorité, est en province. Mais ils m'appelaient toutes les demi-heures. J'avais un membre de ma famille qui m'appelait. Limite, j'étais harcelée par ma famille. Et c'est là où j'ai réalisé que, en fait, s'il m'arrivait un truc, moi, je savais que mon père n'allait pas supporter. Ça, c'est clair et net. Mais je voyais aussi que c'est là où j'ai compris la place que je prenais dans ma famille. Parce que finalement, tout le monde m'appelait à tour de rôle toute la journée. Donc, limite, des fois, je préférais éteindre mon téléphone parce que ils avaient tellement peur qu'ils étaient là, omniprésents, même à Mais est-ce que distance. c'est pas pesant justement quand quand déjà on est déjà envahi Mm, soi-même, hein, mm, c'est-à-dire que la famille à côté, soi-même, et qu'on est un peu dans le tourbillon de ses pensées, de tout cet amalgame qui nous arrive, et puis quelque part d'avoir justement ces personnes qui pour eux, c'est normal, hein, ils viennent nous montrer leur amour, mais est-ce que parfois, par moment, on peut se sentir peut-être envahi ou pas du tout, où on a quand même besoin de ces personnes-là pour nous rappeler que mm. on a de l'importance. Alors moi, j'ai eu ce sentiment-là d'envahissement, mais il se trouve que j'ai rencontré une personne qui avait vécu à peu près la même chose que moi et qui se retrouvait seule. Donc du coup, au départ, je l'ai trouvé vraiment... mais après, j'ai réalisé que finalement, moi, j'étais accompagnée. Et c'est là où on réalise que bah, c'est important finalement qu'il soit là. Parce qu'elle, elle vivait la même chose, mais elle n'était pas du tout accompagnée soutenue par la famille. Donc finalement, l'envahissement devenait quelque chose de positif parce que ça montrait finalement que ma famille, j'étais importante pour ma famille. J'étais donc Prendre conscience que je suis aimée voilà, et que je suis important aux yeux de certaines personnes. de ma famille, c'est ça. Parce que moi, je sais que mes sœurs, elles sont à Marseille, elles ont fait les allers-retours. En fait, chacune leur tour, elles venaient à Paris en fait. Et c'est là où j'ai réalisé, effectivement, c'est là où on comprend qu'on est en souffrance parce que finalement, avant, c'est moi qui soutenais mes petites sœurs. Elles m'appelaient je les écoutais. Et là, Le rôle inversé. c'était le rôle inverse. C'est-à-dire qu'elles m'appelaient pas pour que je puisse les écouter, mais c'est pour écouter ce que j'avais à dire. Donc c'est là où on comprend qu'effectivement, on n'est pas bien et qu'il faut commencer à se reconstruire.
Et en plus, avec mon objectif de création d'entreprise, parce que moi, j'étais, voir un médecin conseil à la sécurité sociale qui m'a dit, Madame, avec votre burn-out, votre séparation, il est impossible que vous puissiez créer votre société, hein. Parce que être entrepreneur, c'est très compliqué. Et déjà, vu que ce que vous vivez, c'est difficile, ce sera compliqué de vous rajouter en plus quelque chose de très difficile. Je suis sortie de là, je me suis dit, non, impossible. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Ça peut être impossible aujourd'hui, mais demain, ça sera possible. En fait, c'est ça la science, hein. Il y a quelques années, on ne pouvait pas aller dans la Lune. Aujourd'hui, on peut aller dans la Lune. Exactement. En fait, ça évolue. Tout est possible pour celui qui croit. C'est ça. Et c'est vrai que comme j'avais déjà une vision de ce que je voulais faire dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire créer ma société de cosmétiques, j'étais en même temps rentrée dans un groupe d'entrepreneurs. Et là, en fait, j'ai entendu le pitch d'une coach qui expliquait ce qu'elle faisait, parce que je ne connaissais pas vraiment ce que c'était un coach. Et là, je me suis dit, c'est elle qu'il me faut. Il me faut elle, parce qu'effectivement, si toute seule, je fais tout, j'y arriverai pas. Ça, c'est une réalité. Le médecin conseil me l'a dit. C'est difficile. Par contre, si je prends quelqu'un, tout sera possible. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Rapidement, j'ai pris un coach. Et c'est vrai qu'on a travaillé ensemble et on a pu mener à bien en fait tout ce que je devais faire parce qu'il y avait quand même plusieurs dossiers importants, des fois avec 80 annexes à renvoyer. Et on a pu faire tout ça en un an. En moins d'un an, on a fait tout ça. Donc on a géré le divorce, on a géré toutes les autres démarches liées à mon burn-out, on a géré la reprise de confiance en soi, on a géré en fait les différentes palliations de tout ce que tu avais vécu finalement. Tout à fait. Et c'est ce qui m'a permis en fait d'être là aujourd'hui en fait, parce que c'est vrai que comme je me suis fait accompagner, c'est plus simple en fait, parce que même si nous on voit pas la problématique, la personne en face, le troisième cerveau dit ça va pas, il faut corriger. Comment on fait pour corriger? Donc le fait d'avoir toujours une troisième personne professionnelle, moi ça m'a beaucoup aidé parce que quand j'ai fait le bilan à la fin de l'année en me disant il me manque encore des choses. Là on a listé, en fait on avait fait on a fait un travail de dingue. On a vraiment fait un travail de fou. Je ne pensais pas que j'étais capable de faire autant de travail en si peu de temps et des dossiers importants. Et donc aujourd'hui, Olga est devenue celle qui est entrepreneuse, la femme entreprenante. Oui. Celle qui est inscrite finalement dans cet univers-là et qui a sa société. Oui. Alors, est-ce qu'on en parle? Oui, ma société, comme je disais, moi j'ai travaillé pendant 17 ans en parapharmacie en tant que manager. Et c'est vrai que je bataillais pour avoir des marques ethniques dans mon magasin. Et du coup, quand j'ai voulu entreprendre, pour moi, c'était une évidence que j'allais mettre en valeur en fait ces marques-là, parce qu'il existe plein de marques ethniques et made in France, mais elles sont pas visibles. Et aussi, moi, j'aime bien l'économie, et je me dis, mais pourquoi en fait nous, la communauté afro-caribéenne, on est finalement on a moins de puissance économique que les autres communautés en fait. Et c'est un constat que j'avais fait, c'est que on est moins solidaire que les autres communautés. C'est-à-dire que les autres communautés, avant d'aller consommer à l'extérieur, ils vont d'abord consommer dans leur communauté. Et nous, on a tendance à consommer à l'extérieur, c'est-à-dire à pas privilégier, par exemple, quand c'est je ne sais pas si tu as déjà vu ça, en fait, un ami va ouvrir, je sais pas, son resto, plutôt que de venir consommer dans le resto, les amis vont aller consommer chez le voisin. Chez le voisin, voilà. Donc, ce qui fait que le restaurant ne va pas fonctionner. Moi, j'ai vu ça en province où deux personnes des deux plus grosses communautés de Limoges, où j'habitais, ont ouvert un restaurant en se disant ça va marcher puisqu'on fait partie des deux plus grosses communautés. Et il se trouve que les deux communautés ont boycotté le restaurant. Donc, ils ne sont pas venus. Résultat, le restaurant est fermé. Et je me suis dit, mais c'est aberrant parce que si les deux communautés avaient soutenu en fait, le restaurant, ils seraient en train de cartonner. Et c'est une réalité. Et je me suis dit, mais vu les chiffres que nous, femmes afro-caribéennes, on met dans la cosmétique, on dépense plus de 1 000 € dans la cosmétique, on pourrait en fait faire évoluer les marques, faire avancer les marques Made in France. Donc c'est l'idée que j'ai eue. Je me suis dit, je vais mettre toutes ces marques-là sur une plateforme pour que justement on puisse faciliter la consommation, en fait, le soutien de ces marques-là, parce qu'elles existent, elles ont juste besoin de nous, elles ont besoin d'être visibles. Et ça se passe bien? Alors ça se passe bien pour l'instant. Après c'est un démarrage, hein. Comme tout démarrage, il faut du temps pour que ça prenne. Mais je suis globalement contente parce qu'en fait j'ai 5 marques sur ma plateforme. Donc non, globalement contente. Et tu veux nous parler de ces différentes marques peut-être? Alors en fait c'est des marques qui sont pour l'instant essentiellement dans le capillaire. Donc en fait
Il y a l'ethnie qui est spécialement pour les boucles, pour pouvoir en fait justement avoir de belles boucles. Elle s'adresse en fait à la communauté afro-caribéenne, mais également en fait aux Caucasiens. Donc voilà, donc c'est pour travailler les boucles. Ensuite, en fait, il y a la marque TM Natural. Donc c'est une marque, en fait, c'est une jeune fille qui s'appelle Augustina, qui, suite à des problèmes capillaires, a décidé de créer sa propre marque, son propre produit. Voilà, donc c'est un produit à base de karité et d'olive. Moi, je l'ai testé personnellement, ma fille aussi, franchement très efficace au niveau de l'hydratation des cheveux. Ensuite, là, je viens de rentrer en fait une marque du 95 qui s'appelle Pim Argan. Donc, c'est des produits à base d'argan, justement pour hydrater la peau et les cheveux. Ensuite, alors je ne vais pas toutes les citer, mais en fait, il y a beaucoup de marques en fait pour le capillaire et pour le visage, j'ai un produit en fait qui cartonne en fait sur ma boutique. En fait, c'est la crème lumière qui permet en fait de donner de l'éclat en fait au niveau du visage de la marque L'Or de Saba. Voilà. Donc à côté de ça, je fais également des coachings, des ateliers capillaires. Parce que moi, je me suis aperçue que pendant mes années en fait en pharmacie, que beaucoup de problématiques, que ce soit de peau ou de cheveux, sont liées à une méconnaissance des routines en fait qu'on peut avoir en fait. Par exemple, une routine comment dire. En fait, il y a certaines routines qu'on applique qui va en fait avoir l'effet contraire de ce que on souhaite avoir. Un exemple au niveau de la routine, on va utiliser par exemple le lait pour le corps sur le visage. Moi, je voyais ça tout le temps. On l'a tous fait, ça, je pense. Voilà. Je pense Oui, on l'a tous fait, je crois. On l'a tous fait, sauf que si par exemple tu as une peau sèche au niveau du visage, grasse au niveau du visage et sèche au niveau du corps, et que tu appliques ton lait corps sur le visage, en fait, ça va encore plus apporter du gras sur ton visage. Résultat, ça va boucher les pores, te provoquer des boutons, et qui dit bouton dit tache derrière. Donc finalement, ça va te coûter cher derrière. Parce qu'il va falloir que tu utilises un soin asséchant pour les boutons. Ensuite, il va falloir que tu utilises un soin qui va permettre d'enlever les taches. Tu vas devoir utiliser également une crème solaire pour éviter que les taches reviennent. En fait, c'est un budget qui est énorme à cause en fait, d'un soin qui n'est pas adapté en fait, à ton visage. D'accord. Alors aujourd'hui, donc sur ce plateau, nous avons reçu Olga qui est venue nous parler de sa reconstruction. Elle nous a fait part de son témoignage de vie, comment elle est passée à tout ce qu'elle a pu vivre dans sa vie, les difficultés qu'elle a rencontrées mais qu'elle a pu surmonter et qu'aujourd'hui, dans cette reconstruction, elle est devenue une femme entreprenante et aujourd'hui, elle est à la tête de sa société qui est en train de qui est là depuis j'ai créé ma société depuis le mois d'avril. Voilà. Après je viens de lancer parce qu'au départ j'étais beaucoup dans l'événementiel parce que j'organise des masterclass beauté et bien-être justement où on peut concilier en fait la beauté intérieure et la beauté extérieure. Via mon expérience, j'ai compris que pour se sentir belle, il faut avoir de l'estime de soi. Donc ça passe également par les routines beauté parce que quand on prend soin de soi, on gagne en estime. Donc c'est pour ça que mes masterclass en fait abordent en fait la beauté sur 360. Et d'ailleurs, je pense qu'il y en a une qui en préparation. En préparation. Oui, justement le 7 décembre à Neuilly-en-Thelle dans le 60 et le 30 novembre à Marseille. Donc à Marseille au parc Chano. Ah, très bien. Alors aujourd'hui, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Et aujourd'hui, je pense qu'on a parlé en long et en large de ton expérience de vie. Est-ce que là, à toutes ces femmes qui nous suivent, mais qui nous suivront peut-être par replay, est-ce que tu as un dernier message? Est-ce qu'on a tout évoqué? Est-ce que tu veux dire un dernier message ou quelque chose finalement à toutes ces femmes qui nous ont suivies à travers ton expérience? Alors moi, ce que j'aimerais dire à toutes les femmes, c'est qu'il est important en fait de se confier à une personne lorsqu'on est en souffrance, parce que ça sera le début en fait de la démarche de guérison. C'est vraiment très important. Et d'ailleurs, j'aimerais citer en fait une association du 95, ça s'appelle Du Côté des Femmes, qui permet justement d'accompagner les femmes qui sont victimes en fait qui sont en souffrance, voire victimes de violences conjugales. Parce que en fait, on n'a pas forcément conscience d'être dans un cas de violence conjugale, mais on sait qu'on est en souffrance sans savoir pourquoi.
Donc c'est important vraiment d'avoir des professionnels qui nous accompagnent en fait pour vraiment nous permettre d'avancer, et notamment pour les mamans qui ont des enfants, à savoir qu'on ne se rend pas forcément compte, mais quand on est en souffrance, les enfants souffrent également. Et du coup, ça veut dire que nos enfants, finalement, sont des bombes à retardement. Un enfant, surtout un adolescent qui souffre, c'est un adulte en souffrance plus tard. Donc du coup, c'est hyper important de se prendre en charge, soit pour pouvoir mieux gérer derrière les enfants. Donc c'est vraiment très très important par rapport à ça. J'aimerais également aussi parler d'une chose que j'ai découverte pour toutes les mamans en fait solo qui ont du mal à recouvrir les pensions alimentaires. Moi, je l'ai découvert et je pense que c'est important de le savoir, c'est que à partir du moment où vous avez une ordonnance de non-conciliation, c'est-à-dire un document du juge qui stipule que l'ancien conjoint doit prendre en charge certaines choses et vous avez le montant de la pension alimentaire, vous pouvez faire saisir en fait la pension alimentaire via un huissier, votre huissier de quartier. Parce que le faire par rapport à la CAF, ça prend entre 3 et 6 mois, si je me rappelle bien. En attendant, vous vous retrouvez dans une situation en fait, catastrophique au niveau financier. C'est important parce que la semaine dernière, moi, j'ai vu un reportage sur la 2 où en fait, on expliquait que beaucoup de femmes, après la séparation, se retrouvaient dans une situation de pauvreté, dû notamment aux compagnons qui ne payent pas, qui ne versent pas les pensions alimentaires. Mais sachez, mesdames, qu'aujourd'hui, vous avez cette solution-là. Adressez-vous à votre huissier de quartier. À partir du moment où vous avez envoyé l'ordonnance de non-conciliation par huissier, la deuxième étape, la saisie, ça sera le conjoint qui ne paye pas la pension alimentaire qui va payer les frais. C'est important parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des situations difficiles à cause de pensions alimentaires non payées. Donc voilà, au niveau de l'entrepreneuriat, pareil, faites-vous accompagner. Vous avez des associations qui vous permettent d'être accompagnés pour créer votre projet, que ce soit au niveau de l'étude de marché, au niveau du montage de votre business plan et au niveau du financement. Donc par rapport à l'étude de marché, vous avez Active Créa, que vous trouvez un peu partout, la BGE sur le business plan. Et pour le financement, vous avez une initiative 95. C'est important parce que moi, en tant que maman solo, je n'aurais pas pu en fait, avoir un prêt classique sans l'autorisation de mon mari si j'étais passée auprès d'une banque tout simplement. Donc le fait d'être passée par Initiative 95, ça m'a permis d'avoir un prêt sans intérêt et en plus sans demander la garantie de mon futur ex-mari. Donc c'est important de le savoir. Donc voilà. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à la poser sur la page. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Alors, nous avons reçu Olga Tchoukula qui est venue sur le plateau et nous sommes ravis, Olga, de cet échange. Ton expertise, ton regard sur la reconstruction, c'est un témoignage concret parce qu'elle l'a vécu, elle l'a été dedans. Elle nous a fait part, vraiment, elle n'est peut-être pas rentrée en profondeur, mais au moins elle nous a donné les grands axes qui permettent aujourd'hui à une femme de se reconstruire. Donc toi, femme qui nous suis, c'est possible de pouvoir te reconstruire. Ça ne sera pas facile. On a bien vu qu'il y a plusieurs étapes, mais ces étapes-là, c'est faisable. Il faut le vouloir, il faut se faire accompagner. C'est une question d'acceptation, mais aussi de détermination. Alors, merci Olga parce que tu t'es livrée. Merci parce que tu as parlé à toutes ces femmes qui nous ont suivis. J'espère que ce témoignage de vie va, en tout cas, en instruire plus d'une. Si vous avez vraiment des questions beaucoup plus personnelles, des questions de profondeur, vous vous êtes peut-être reconnu à travers les dires d'Olga, à ce moment-là, vous pouvez la contacter via ma page voilà, c'est ça, Facebook. À ce moment-là, elle se fera un plaisir de vous répondre et de vous donner peut-être de façon beaucoup plus concrète et individuelle. Chaque cas est particulier. Chaque cas est particulier, justement, les démarches, les pistes pour permettre justement cette reconstruction. Alors, nous étions sur le plateau de Victoire Live dans une émission Une génération de femmes 100% féminin. Il faut savoir que cette émission, c'est la vôtre. On est là pour vous. Je suis là à votre service afin de vous permettre de pouvoir avoir la parole, de vous exprimer et d'apporter aussi votre expertise. On reçoit des profils variés, tant spirituel, social et voire financier. On est là pour la promotion de l'entrepreneuriat, mais aussi de parler des choses de la vie courante. Alors aujourd'hui, nous avons reçu Olga. La semaine prochaine, ou je pense qu'en fin de semaine, nous reviendrons sur une autre émission. Et là, nous serons sur le thème
de l'adoration. Et là, nous aurons une autre panéliste. À vous de rester sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver donc soit sur Facebook, LinkedIn ou encore sur YouTube, Twitter. Alors, on est ensemble. Je suis Sandrina Pacotte, la fondatrice de Femmes Générationnelles.